Bonjour, bienvenue sur Mediapart et dans notre collection Science Friction. Aujourd'hui, nous allons prendre des nouvelles de Sapiens grâce à notre invité qui est paléoanthropologue. Bonjour Sylvana Candemi. Bonjour à vous. Vous venez de sortir un livre, Dernières nouvelles de Sapiens, en collaboration avec François Savatier, qui est journaliste au magazine Pour la Science. Dans ce livre, vous faites une sorte de synthèse très accessible sur les dernières connaissances en date, sur notre genre humain, Sapiens, et sa généalogie. Alors, première question pour qu'on s'y retrouve, avant d'aller plus loin, quelle différence on fait entre les primates en général, les singes, et puis les hominidés, comme il est écrit plusieurs fois dans le livre, et enfin le genre Homo auquel nous appartenons? Alors, les primates en général, c'est dans la classification, hein. Les humains, ça fait partie de nos caractéristiques qu'on aime beaucoup situer, classifier tout ce qui nous entoure, les espèces, les plantes, les animaux. Et dans cette classification, nous faisons partie de l'ordre des primates. Et à l'intérieur de cet ordre de primates, il y a des familles, et il y a la famille des hominidés. Et on peut aller encore plus dans le détail. Et dans la famille des hominidés, on se trouve à être nous, plus ce qu'on appelle généralement les grands singes, c'est-à-dire les singes que l'on connaît très bien, ceux qui sont de l'Afrique, par exemple les chimpanzés et les gorilles. Et parmi les grands singes, il y a aussi dans cette même famille les orang-outans, qui sont des singes asiatiques. Et alors, qu'est-ce qui fait la spécificité des hominidés parmi les primates? Alors, parmi les primates, déjà, dans ces hominidés, vous remarquez déjà quelque chose quand on regarde les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles. Nous n'avons pas de queue. Alors, c'est une grande différence par rapport à d'autres primates qui sont par exemple en Amérique, dans les Amériques du Sud. Ensuite, si on prend ces primates que j'ai cités, dont nous, on peut rester assis. On peut rester assis, c'est-à-dire on peut vraiment se mettre assis. En tant que primate, on a des yeux qui sont en façade et pas latéraux. On a un certain nombre de dents, il y a beaucoup de caractères après si on va dans le détail, mais c'est vraiment les caractères qui nous individualisent. Alors, Et on a surtout une histoire commune, hein. oui, alors justement, cette histoire, on va en parler puisqu'on va voir à l'écran un schéma qui est présent dans le livre, qui est une sorte de... Alors, je ne sais pas s'il faut dire d'arbre généalogique. Vous nous présentez sur une échelle de millions d'années des espèces humaines, préhumaines. Donc, on voit les australopithèques plutôt en grisé. Et puis, petit à petit, on progresse vers les formes humaines les plus récentes, auxquelles, encore une fois, nous appartenons, avec Néandertal, on va en parler. Mais ce qui est amusant dans ce schéma, c'est qu'on n'a pas du tout affaire à un arbre généalogique très propre, comme parfois on peut l'apprendre à l'école. C'est vraiment buissonnant, comme on dit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours du temps, il y a toujours des espèces préhumaines, humaines qui ont cohabité, y compris pour Homo sapiens. Oui, c'est-à-dire que depuis Darwin, on a pris l'habitude de faire des arbres. Vraiment, c'est un arbre avec un tronc commun, et à partir de ce tronc commun, il y a des branches. Et dans le schéma classique qu'on voyait autrefois des primates, il y avait ce tronc commun d'un ancêtre hypothétique, avec une branche pour les chimpanzés, une branche pour les orang-outans et pour nous. Mais au fait, c'est pas du tout comme ça que c'est passé, parce qu'au fait, c'est vrai qu'il y a très très longtemps, nous avions tous un ancêtre commun. Mais quand on regarde l'histoire des chimpanzés, c'est une histoire. Le chimpanzé que nous voyons aujourd'hui, par exemple, c'est un chimpanzé qui a lui-même évolué à partir d'un ancêtre commun. C'est-à-dire, c'est pas notre ancêtre, c'est un ancêtre commun que nous avions en commun, qui a permis d'avoir à la fois les gorilles, les chimpanzés et le genre Homo. Et ce qui se passe pour notre histoire, c'est qu'aujourd'hui, on se définit comme Homo sapiens, et le genre Homo a été un genre qui existe donc grosso modo depuis 2 300 000 ans. Et ce genre Homo, au moment où on voit les premières formes, on le voit du point de vue paléontologique, à partir des premiers restes fossiles qu'on trouve en Afrique, eh bien on se rend compte qu'il y avait d'autres formes, des formes bien différentes, notamment les australopithèques. Et il n'y avait pas une seule forme d'australopithèque, la plus connue c'est Lucie, oui, l'australopithèque afarensis, mais il y avait beaucoup d'autres formes d'australopithèques, parce que les australopithèques étaient repartis sur un grand territoire, l'Afrique,
en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Et donc, c'est un territoire suffisamment grand pour permettre une diversité de climat et donc une diversité dans la différenciation de ces espèces qui sont adaptées à différentes niches écologiques. Oui, dans le livre, vous expliquez que l'évolution s'est faite à partir de plusieurs foyers répartis dans tout le continent africain avant qu'il y ait des départs sur d'autres continents. Voilà, si on parle de nous, l'espèce Homo, on peut dire qu'on peut identifier l'origine en Afrique, l'espèce Homo. Alors, est-ce que c'est pour l'instant les fossiles les plus anciens que nous avons, c'est en Afrique de l'Est, mais il n'est pas improbable qu'on en trouve aussi en Afrique du Sud, où on fouille beaucoup. Et pour notre espèce, nous vraiment, Homo sapiens, pendant très longtemps, on pensait que le foyer était l'Afrique de l'Est. En réalité, nous savons maintenant depuis quelques années qu'il y avait des Homo sapiens également en Afrique du Nord. Et aujourd'hui, donc c'est une publication tout à fait récente d'il y a quelques mois, on sait que ces Homo sapiens étaient répartis sans doute sur l'ensemble du continent africain. Et même après les premières sorties d'Afrique du genre Homo sapiens, il y a eu d'autres mélanges à l'intérieur de l'Afrique avec différentes populations d'Homo sapiens. Donc on va vers une histoire qui est de plus en plus complexe. Et c'est toujours le cas, plus on a de fossiles, plus on a de matériel, et puis on peut faire des hypothèses qui sont de plus en plus élaborées. Oui, plus on comprend cette complexité, donc on a bien compris que ce n'est pas cet arbre généalogique tout simple. Et cette idée d'ailleurs, moi je me souviens à l'école, on parlait du chaînon manquant. En fait, est-ce que ça a encore un sens, cette expression? Ça ne va plus rien dire du coup. Alors, ça n'a plus de sens du point de vue des découvertes, parce qu'un chaînon manquant, ça voudrait dire qu'on a vraiment une chaîne, avec des chaînons qui se suivent sur la même chaîne. En réalité, l'évolution des humains a été extrêmement buissonnante. C'est-à-dire qu'il y a eu, à la même époque, par exemple, si on prend un des caractères qui nous distingue très important, qui est la bipédie, eh bien, on pourrait, et c'est un caractère qu'on a pendant très longtemps considéré comme humain, et seulement humain. En réalité, quand on regarde, la bipédie n'est pas née avec le genre Homo. C'est une chose qui remonte à très très loin, à au moins 6 millions, 7 millions d'années. On connaît un fossile dont on parle beaucoup, qui a été découvert par une équipe française de Michel Brunet, qui est Toumaï. Toumaï a 7 millions d'années. Et on voit par la position du foramen occipital, c'est-à-dire le foramen qui se trouve sous la base du crâne, que la position de ce fossile, c'était un bipède. Pas tout à fait un bipède comme nous, mais il était déjà bipède. Donc on voit des caractères qui apparaissent très très tôt dans l'histoire évolutive humaine. Et c'est pour ça que c'est vraiment buissonnant. Il y a des espèces qui réussissent mieux que d'autres et on ne sait pas pourquoi. C'est sans doute, elles se trouvent dans une situation climatique favorable. Alors, vous venez de parler de la bipédie, hein, vous développez bien dans le livre à quel point c'est important pour le développement d'Homo et puis plus tard d'Homo sapiens. Il y a une autre, alors plus pour Homo sapiens, il y a un autre développement qui est lié à la bipédie, qui est le développement du cerveau. Alors vous dites quelque chose qui est tout simple, hein, mais ça va mieux en le disant, c'est que ce qui est important, c'est pas la taille du cerveau en soi, après tout les éléphants ont des plus gros cerveaux que nous, mais vous dites ce qui est important, c'est l'encéphalisation. Donc, je vous laisse expliquer. Oui, mais c'est-à-dire que ce qu'on observe quand on regarde la taille des cerveaux, alors on passe de très petits cerveaux, de Lucie à 380, 400, à peine plus grand qu'un chimpanzé, 400 cm3. Et aujourd'hui, notre moyenne, c'est aux alentours de 1250, 1300. En sachant, 4 fois plus, quoi. Voilà, 4 fois plus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on est dans le même schéma que les chimpanzés, c'est-à-dire que notre taille du cerveau est proportionnelle à notre corps. Et ce qui se passe à partir d'environ 500 000 ans, 600 000 ans, on se rend compte que le cerveau n'est plus en proportion avec notre corps. C'est-à-dire on a des cerveaux beaucoup plus grands, et ce n'est pas simplement une relation entre la taille du corps et le cerveau. Oui. Alors c'est très très important. On peut dire que le cerveau a grossi plus vite que nos corps, si je simplifie. Voilà, et c'est très intéressant parce que c'est-à-dire cette encéphalisation, cette augmentation du cerveau est extrêmement intéressante parce que elle est en plus liée à la bipédie, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble. Ce qu'on voulait vraiment montrer dans le livre avec Françoise Avatier,
c'est qu'il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas la révolution, on marche debout tout d'un coup et tout change. Il n'y a pas de rupture. C'est des processus qui commencent il y a très très longtemps et qui, au fur et à mesure, s'affinent. Et le fait d'avoir été des bipèdes, ça a permis donc de libérer la main, de libérer le corps, de pouvoir marcher et courir et de pouvoir avoir accès à un monde extérieur bien différent, pouvoir avoir accès à des outils. Et tout ça, il y a vraiment une dialectique entre le cerveau, la main, le corps, l'espace qu'on occupe. Alors, précisément, je rebondis sur ce que vous venez de dire, puisqu'il y a un autre schéma que je voulais montrer à ceux qui nous regardent, qui va apparaître à l'écran et qu'on va commenter ensemble. Ce sont les sorties d'Afrique de Sapiens. Alors, ce qui revient tout le temps dans le livre, pour Sapiens et même ses ancêtres au pluriel, c'est que justement, quand la bipédie apparaît, ça favorise l'exploitation du sol et puis bien sûr l'exploration de l'Afrique et puis après de la planète entière sur des milliers d'années. On a l'impression, en vous lisant, que c'est vraiment ça le moteur, c'est une métaphore, du genre humain. Et on voit bien aujourd'hui à quel point ça nous pose des problèmes avec le dérèglement climatique, la surexploitation des ressources. Est-ce que vous pensez que des traits culturels, pour le coup, vont nous aider à dépasser cette sorte de propension à toujours exploiter et explorer davantage? Alors, je voudrais revenir un peu sur l'exploitation du territoire pour donner un ordre d'idée. Un chimpanzé a grosso modo 20 km² comme rayon d'exploitation. Et il faut savoir qu'une grande partie de notre histoire, c'était une histoire de cueilleurs-chasseurs. Nous étions des collecteurs. Et l'exploitation du territoire des cueilleurs-chasseurs, on en connaît encore aujourd'hui, on en a connu au XIXe siècle, etc., au XVIIIe. Et on sait que l'exploitation du territoire peut être très très grande. Ça peut aller pour les humains jusqu'à 1000-1800 km². Donc on est dans des proportions pour un petit groupe, un petit clan, une horde, voilà. Alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que on a besoin de plus d'espace. On a besoin de plus d'espace pour survivre. Et pourquoi on a besoin de plus d'espace pour survivre? Parce que nos besoins énergétiques ne sont pas ceux de nos cousins les chimpanzés. C'est-à-dire nous avons des gros besoins énergétiques à cause, encore une fois, de notre cerveau qui nous coûte très très cher. Et on a mis en place du point de vue évolutif toute une stratégie évolutive d'adaptation dans notre corps pour pouvoir exploiter ça. Alors ce qui se passe, c'est que parallèlement, nous avons une démographie qui est galopante. Donc, si nous étions restés au stade de cueilleurs-chasseurs avec des petites communautés, l'exploitation de la nature pouvait encore nous satisfaire. Mais à partir du moment où nous sommes devenus des producteurs et pas simplement des collecteurs, eh bien, on a changé notre démographie. Parce qu'en dépit du fait que quand on regarde les premiers agriculteurs, les personnes du néolithique il y a environ 10 000 ans, on voit beaucoup de mortalité infantile, comme il y en avait chez les chasseurs-cueilleurs, mais il y en a beaucoup également au néolithique. Ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir une nourriture régulière et un système de coopération qui est bien différent, ça a permis d'avoir plus d'enfants. On passe chez les chasseurs-cueilleurs à un enfant tous les 3-4 ans. Avec le néolithique, on passe à un enfant tous les ans. Donc on a une démographie à partir de 2000 ans qui devient galopante. Donc on a besoin de plus exploiter le territoire, plus exploiter les ressources. Ce qui pose aujourd'hui un problème. Parce que quand on regarde la démographie aujourd'hui, on est à plus de 7 milliards d'humains, presque 7 milliards et demi. Et ça s'est passé dans un temps qui n'est pas aussi grand que ça. On prévoit qu'en 2050, nous serons 10 milliards. Donc, je pense qu'il est temps de réfléchir à comment nous pouvons être des producteurs qui n'exploitent pas trop les ressources et comment peut-être, on a deux choix qui sont des choix dramatiques. Soit on réduit d'une façon dramatique la population, et c'est quand même quelque chose qui est très lourd à dire et à envisager, soit il faut se dire que peut-être les terres cultivables doivent l'être plus pour les humains et pas simplement pour nourrir les animaux. Donc ça demande de changer notre régime d'alimentation.
peut-être pas devenir 100% végétarien ou végétalien, mais ça veut dire que peut-être manger 2 fois par jour de la viande dans le système actuel, avec les problèmes d'eau qu'il y a, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et on peut se dire que voilà, il y a des changements importants à faire en ce moment. D'accord, donc vous êtes prudent, c'est-à-dire qu'il y a tout un débat, là, y compris parmi les gens qui s'engagent contre le dérèglement climatique, entre certains qui disent attention, attention, il faut clairement davantage contrôler la population et l'explosion démographique, et d'autres qui disent non, mais attendez, le problème c'est que d'abord il y a une minorité d'humains qui consomment tellement plus que les autres que c'est ça le problème, c'est le modèle économique Mais dominant. à mon avis, les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'on peut. C'est-à-dire que quand on regarde la réalité aujourd'hui, il y a 900 000 personnes, 900 millions, excusez-moi, vous voyez, Ouais, 900 presque millions un de milliard. personnes qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 450 millions de personnes qui vont être dans un dérèglement climatique, ils vont devoir quitter les endroits où ils vivent parce qu'il y a une montée des eaux. Donc, de toute façon, il faudra faire quelque chose. Moi, je suis assez optimiste quand même, malgré toute cette situation. Je pense que les humains ont traversé quand même ces millions d'années, qu'on est arrivé au stade où on a quand même les capacités cognitives de faire un changement. Peut-être ça va être très difficile pour 1 ou 2 générations, mais on doit y arriver. On doit y arriver, on n'a pas d'autre moyen. Alors, on prend cette note optimiste et je voudrais terminer cet entretien par une autre question sur notre rapport assez fascinant à Néandertal. Vous avez d'ailleurs signé un livre, il me semble que c'est avec François Savatier Oui. aussi, sur Néandertal. On va voir s'afficher à l'écran un autre schéma. Alors, il est question de flux génique. Alors, vous allez nous expliquer précisément ce que c'est. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, en gros, on partage, notre genre, Homo sapiens, partage des gènes. Alors, ça dépend un peu selon les continents, mais on partage des gènes avec d'autres espèces humaines avec lesquelles on a cohabité, parmi lesquelles Néandertal. Donc, l'hypothèse selon laquelle on aurait trucidé Néandertal, ça ne tient pas debout, en gros. C'est-à-dire qu'on a partagé des choses avec lui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pourquoi il a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Homo sapiens sapiens, c'est vraiment sorti d'Afrique. Alors là aussi, quand on dit sorti d'Afrique, je préférais parler d'une extension à partir du berceau africain vers une zone géographique qui était assez semblable à l'époque. Alors en termes de climat, parce que encore une fois, le fait d'être de cueilleurs-chasseurs, on dépend de l'environnement. Et c'est très très intéressant parce qu'il y a encore quelques années, on pensait que nous étions des Homo sapiens sortis d'Afrique il y a 60 000 ans. On se rend compte qu'il y a eu plusieurs de sorties d'Afrique. Donc il y en a une vers 140 000, il y en a une autre vers 100 000. Celle qui a vraiment réussi, qui a été le raz-de-marée, c'est celle à 70 000. On ne discute pas sur ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand le Homo sapiens, qui était donc une espèce qui s'est différenciée en Afrique, est sorti de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé d'autres humains. Il y avait des humains qui étaient sortis avant Homo sapiens, Homo erectus, pour ne citer que le plus célèbre. Après Homo heidelbergensis, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est que ces humains se sont différenciés dans d'autres régions géographiques. Et en Europe, c'est Néandertal. En Asie, il y avait les fameux Denisoviens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure de son avancée, Homo sapiens a rencontré d'autres humains. Et vous dites Néandertal, c'est à peu près au Proche-Orient. Voilà, parce que nous savons qu'au Proche-Orient, il y avait des Homo sapiens et des Néandertaliens. Donc on date à peu près la première rencontre aux alentours de 100 000 ans. Et il y a eu d'autres rencontres. Moins 100 000 ans. Voilà, moins 100 000 ans, voilà. Moins 5 000 ans, voilà. Et il y a eu en plus d'autres rencontres. Alors ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, on a toujours l'idée, Homo sapiens, c'est destructeur, qui tue tout le monde. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit nous fait voir beaucoup de conflits. Alors, je ne veux pas tomber dans le côté opposé de dire tout le monde était gentil, etc. Il est possible qu'il y ait eu des conflits. Mais ce que nous montre la génétique, et c'est extrêmement intéressant, c'est que nos gènes d'Homo sapiens, quand on regarde les Homo sapiens d'aujourd'hui ou les Homo sapiens d'il y a 40 000 ans, nous trouvons des gènes d'autres populations qui aujourd'hui ont disparu, et notamment les Néandertaliens. Donc il y a eu la disparition des Néandertaliens, ce qui est le phénotype néandertalien a disparu, le mode de vie a disparu, mais nous gardons un peu des Néandertaliens dans nos gènes. Donc il y a eu quand même des unions qui ont donné des petits et surtout, ce qui est important pour nous sapiens, c'est qu'il y a eu
ce métissage était extrêmement bénéfique à Homo sapiens. On le voit dans beaucoup de gènes, par exemple les gènes qui sont pour le métabolisme des graisses, pour l'adaptation au froid, nous viennent des Néandertaliens. Mais alors, pardon, mais sur la disparition de Néandertal qui préoccupe beaucoup de gens, en fait, on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais ce serait quoi? Ce serait que nous, on a été, entre guillemets, plus forts dans notre expansion démographique, donc on a un peu limité ces zones de vie. Est-ce qu'il y a une hypothèse, vous, on va dire, qui vous semble marcher davantage que les autres? Ben, c'est-à-dire que je dirais elle est Il y a forcément polyfactorielle. plusieurs Voilà. causes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant que Sapiens n'arrive sur le grand territoire des Néandertaliens qui était l'Europe, déjà il s'était métissé avec d'autres Néandertaliens qui se trouvaient en Asie. Il s'était déjà métissé avec des Dénisoviens. Ce qui se passe, il y a une disparition par métissage en partie. Il y a une disparition également parce qu'il y a une compétition pour le même territoire. Ce sont tous les deux, alors il ne faut pas oublier, le Sapiens qui arrive, c'est un chasseur-cueilleur, exactement comme le Néandertalien. Donc il y a une compétition pour le territoire. Et il arrive en Europe au moment où il y a eu des grands bouleversements climatiques. Donc notre histoire est faite de déplacements de population sous la pression de l'environnement et de rencontres avec d'autres populations. Donc on a un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi on se déplace? C'est parce qu'on ne peut plus vivre chez soi. Et on ne peut plus vivre chez soi, pourquoi? Parce qu'il y a des guerres, ou alors parce qu'il y a, comme il y aura, quand les gens ne pourront plus vivre à côté de l'eau, parce que leur territoire va être envahi par l'eau, ben c'est un changement climatique. Un changement que nous avons provoqué dans ce cas, mais qui est quand même un changement climatique. Donc les causes du mouvement sont toujours les mêmes depuis très longtemps, et ça, la paléanthropologie nous le fait bien voir. Et on peut espérer... on ne voit pas, vous savez, au moment de la rencontre Néandertal-Sapiens, on ne trouve pas des fossiles qui présenteraient des traces de violence. C'est-à-dire, on aurait aimé se trouver des Néandertaliens avec des flèches pour nous dire à quel point nous sommes vraiment très, très destructeurs. Mais ce qu'on voit, et ça c'est certain, c'est que quand Sapiens avance, il fait disparaître un certain monde. Par exemple, les grands prédateurs, les grands carnivores disparaissent. Et parmi les prédateurs disparaissent également des humains. Disparaît l'homme de Flores, disparaît le Dénisovien et disparaît le Néandertalien. Et en partie, je pense que c'est parce que Sapiens a une démographie galopante et c'est sans doute une des grandes caractéristiques de notre espèce. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et donc ce livre passionnant, Dernières nouvelles de Sapiens, donc mise à jour sur les connaissances existantes sur ce sujet. Merci de nous avoir suivis et puis rendez-vous sur notre chaîne YouTube, sur notre site Mediapart pour voir toutes les autres vidéos de Science Friction. Merci à vous.